Ce soir, nous recevons Denis Baudouin qui est tombé dans la marmite du milieu scientifique quand il était petit. Et alors depuis, il est devenu un collectionneur expert en toutes sortes de choses. Il a participé à un livre qui vous présentera tout à l'heure, tout à fait passionnant. Il a eu la gentillesse de nous apporter des instruments extraordinaires, il va vous parler de tout ça. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais lui passer la parole. Bien, mais pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, je vais vous passer d'abord une petite vidéo de 5-6 minutes qui a pour objectif d'expliquer, puisqu'on n'est pas ici sur la montagne Sainte-Geneviève, on est en bas de la montagne Sainte-Geneviève, si on veut. Mais pourquoi ça s'est passé sur la montagne Sainte-Geneviève, cette histoire, à la fois du livre et de l'instrument. Donc si on peut éteindre la lumière, on va voir si ça démarre. Alors c'est une vidéo que j'ai faite avec l'ESPCI, c'est-à-dire l'école de physique et chimie. Au début du XIIe siècle, vers l'an 1100, le seul enseignement à Paris est religieux. Il est dispensé par l'école du chapitre de Notre-Dame dans l'île de la Cité et dépend de l'évêque. Parmi les clercs qui y enseignent, l'un d'eux est particulièrement brillant, c'est Abélard. Esprit libre pour son époque, ses positions théologiques et intellectuelles ont un grand succès auprès de ses élèves, mais elles divergent de l'enseignement officiel de l'Église. Abélard doit échapper au pouvoir temporel de l'évêque. Il trouve refuge auprès des moines de l'abbaye de Sainte-Geneviève, entraînant avec lui ses élèves. Le pouvoir ne se désintéressera plus de l'enseignement supérieur. L'abbaye bénéficie de la protection du roi. À sa demande, les moines créent en 1148 la bibliothèque Sainte-Geneviève. Les collèges se multiplient dans les environs, à tel point que Philippe Auguste accorde en 1200 la personnalité morale à l'ensemble des maîtres et des élèves pour constituer l'Université de Paris. Le collège de Sorbonne, fondé en 1257 par Robert de Sorbon, éclipse tous les autres et donne son nom à l'université. Les XIIIe et XIVe siècles seront féconds en création de collèges. Louis XI autorisera en 1469 la création d'une école de médecine rue de la Bûcherie. Les idées de la Renaissance et l'affirmation croissante du pouvoir royal entraînent la création de prestigieux établissements. François Ier crée le Collège de France. Richelieu, l'Académie française. Louis XIII, le Jardin royal des plantes. Louis XIV, l'Académie des sciences, puis l'Observatoire de Paris. Les trois pointes du triangle de la montagne Sainte-Geneviève sont ainsi posées à la fin du XVIIe siècle, au Quai Conti, à la barrière d'Enfer et au Jardin des plantes. Le XVIIIe siècle ne sera pas en reste, tant par les idées nouvelles que par la création de grandes écoles. Louis XV fonde l'école des ponts et chaussées et l'école de médecine. Louis XVI, l'école des mines, puis l'école des langues orientales. La période révolutionnaire sera elle aussi féconde. La Convention crée l'école normale supérieure et l'école polytechnique. Le mouvement se poursuit au XIXe siècle. La Restauration crée l'école des Chartes. La Troisième République voit l'ouverture de l'Institut national agronomique, de l'école municipale de physique-chimie industrielle de Paris, de l'école de chimie de Paris et de la faculté de pharmacie.
L'Institut catholique est bâti en réaction à l'anticléricalisme universitaire. De nombreux instituts supérieurs spécialisés sont installés au XXe siècle. Institut océanographique, Institut du radium, Institut de géographie, Institut Henri Poincaré en mathématiques, Institut de biologie physico-chimique, Hôpital Curie. Après la Seconde Guerre mondiale, l'université est dotée de la nouvelle faculté de médecine de la rue des Saints-Pères et des campus de Jussieu et Sancier. Dans un tel environnement intellectuel et scientifique, deux familles d'artisans vont devenir indispensables à l'enseignement et à la recherche, les imprimeurs-éditeurs et les constructeurs d'instruments scientifiques. Moins connus sont les artisans constructeurs d'instruments. Dès le XVIIIe siècle, l'essor scientifique et technique permet à de nombreux ateliers de s'installer et de prospérer à l'ombre de l'université et des écoles. Les idées et les intuitions des savants prennent corps dans l'expérience. L'expérience est impossible sans instrument. Les instruments existent grâce à la qualité et à la précision du travail des constructeurs. Ainsi, savants, éditeurs et artisans ont fait ensemble du quartier de Sainte-Geneviève un des plus extraordinaires campus du monde moderne. On va l'arrêter. Donc, voici ce petit film qui retrace un petit peu les origines. Alors, j'ai été obligé de raccourcir beaucoup certains épisodes sur lesquels on pourra revenir si vous avez quelques questions plus historiques sur comment ça s'est passé. Mais j'ai fait ceci parce que j'avais commencé à rechercher les constructeurs d'instruments du quartier. Et cette recherche n'est toujours pas terminée, depuis 5 ou 6 ans que je l'ai commencé. Et j'en suis à avoir pratiquement sur 4 siècles et demi, 5 siècles, identifié pratiquement 400 constructeurs d'instruments dans le quartier, autour de la montagne de Genève. C'est absolument impressionnant. Alors, on peut appeler artisan quelqu'un qui a construit quelques instruments, bien sûr, c'est quelqu'un, mais qui sont vraiment sérieusement identifiés. Et nous sommes, je fais partie d'une petite équipe avec un Anglais et un Italien, qui sont des experts beaucoup plus compétents que moi, et on travaille sur ces 5 siècles. Et au total, en France, nous avons identifié pratiquement 1500 constructeurs d'instruments scientifiques. Donc quand même, la grande majorité sont à Paris et un nombre très élevé sur la montagne de Genève. Et c'est en me posant la question pourquoi c'est apparu ici que j'ai bien vu que ça venait directement du fait que la recherche scientifique, même si elle ne portait pas ce nom-là, est née vraiment dans ce quartier, surtout depuis la Renaissance. Il y a eu, on peut dire, 3 ou 4 foyers en Europe. Il y a eu l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, le nord de l'Italie. Mais il y a rarement une telle concentration, sauf peut-être à Londres et aux Pays-Bas. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus dispersé. Il faut savoir qu'à la Renaissance, et même à la fin du Moyen-Âge, les idées circulent déjà énormément. Mais c'est vraiment lié au mouvement universitaire et de connaissances. Alors maintenant, j'aimerais passer à autre chose qui me permettra cette fois-ci de parler directement, mais je ne sais pas arrêter cette machine redoutable. Voilà, c'est parfait. Alors, ça c'est un petit... puisqu'on doit parler d'instruments, commençons par essayer de faire sentir ce qu'est un instrument. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un instrument? Et l'idée est assez simple. Pour avoir une connaissance du monde qui nous entoure,
D'abord, on a nos sens, bien sûr, mais c'est loin d'être suffisant, parce qu'un objet, aujourd'hui, on ne saurait plus interpréter un objet sans savoir ce qu'il y a derrière. On en sait tellement sur la nature et sur ce qui nous environne qu'on ne voit plus les choses de la même façon qu'il y a 2 ou 3 000 ans. Donc, pour avoir la connaissance du réel, il faut avoir un instrument et faire une expérience. Et celle que j'ai trouvée la plus démonstrative, c'est l'expérience d'Ératosthène en 205 avant Jésus-Christ. Ératosthène a l'idée de mesurer la dimension de la Terre. Alors, on savait évidemment que la Terre était ronde à l'époque. Pourquoi? Parce que les navigateurs savaient très bien qu'ils disparaissent au-delà de l'horizon, donc on s'est dit, il y a un truc qui est rond. Et les Égyptiens savaient déjà très bien naviguer en mer, tout comme le bassin méditerranéen était déjà sillonné depuis 5 ou 10 000 ans par des bateaux. Donc Ératosthène se dit, il est je crois, ce qu'on appellerait le conservateur de la bibliothèque d'Alexandrie à l'époque, qui est la plus grande bibliothèque évidemment du bassin méditerranéen. Et il se dit, c'est bizarre, mais quand on est au Caire, au moment du solstice d'été, il y a encore une ombre, alors qu'à Sienne, très loin dans la vallée du Line, le soleil éclaire le fond des puits. Donc il se dit, les rayons du soleil étant parallèles, ce qui est déjà un constat assez remarquable de se dire que les rayons du soleil sont parallèles parce qu'il est très loin, eh bien si un rayon du soleil arrive au fond d'un puits à Sienne, très loin au sud de l'Égypte là-bas, et si à Alexandrie il y a un certain angle entre ces 2 rayons parallèles, ben, ça prouve bien que la Terre est ronde, et on va calculer. Alors comment il fait pour calculer? Ben, il avait remarqué que le pas du chameau est absolument constant. Donc il prend quelques chameaux et il les fait marcher de Sienne à Alexandrie avec des types qui comptent le nombre de pas des chameaux. Et il arrive à un certain nombre de pas de chameaux qui sont absolument rigoureusement constants. Ça, c'était une chose qu'on savait très bien à l'époque. Et puis, il fait un petit dessin géométrique et il dit, si le rayon qui arrive à Sienne va jusqu'au centre de la Terre, si elle est ronde, puisqu'il descend absolument verticalement, et si le rayon qui arrive à Alexandrie fait une ombre qui est égale à 7 degrés, ça veut dire que l'angle central de la Terre entre les 2 rayons qui vont du centre de la Terre, Alexandrie et à Sienne, font aussi 7 degrés. À l'époque, on était déjà très fort en géométrie. Et à partir de ça, il va calculer le rayon et le diamètre de la Terre. Et il arrive à 40 000 km, ce qui est quand même pas très fou. C'est absolument remarquable. Alors, il y a des gens, évidemment, parce que ça c'est assez connu, cette histoire-là, qui ont recalculé, parce qu'on a trouvé ces documents. Et en fait, il a fait 2 erreurs qui sont compensées. Et c'est pour ça que le résultat est aussi brillant. Mais le raisonnement est absolument remarquable, et la question qu'on peut se poser, c'est où est l'instrument scientifique? Ben, l'instrument scientifique, en l'occurrence, c'est un portique, un puits, mais c'est surtout une idée qui est derrière. Autrement dit, dans une expérience, il y a un instrument, mais il y a l'idée de l'expérience et le raisonnement qui est sous-jacent à l'expérience. Et en fait, dans tous les instruments scientifiques, il y a ça. Il y a non seulement l'objet, qui peut être très très perfectionné, et aujourd'hui on a des objets très perfectionnés, mais il y a surtout l'idée sous-jacente à l'expérience, et puis des fois l'expérience elle ne donne pas du tout ce qu'on attend, et on va trouver autre chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas programmer la recherche. Alors ça, c'est pour vous montrer ce qui se passe à la fin du Moyen-Âge. Ça, c'est une gravure du tout début de la Renaissance, mais c'est plutôt la fin du Moyen-Âge. Et là, vous avez des tas de choses très intéressantes sur ce dessin. Vous avez déjà un astrolabe. Un astrolabe, c'est un appareil qu'on peut suspendre à un doigt et qui permet de viser les étoiles. De viser les étoiles, et on peut mesurer des distances angulaires entre les étoiles. Ça, c'est un appareil très ancien. L'astrolabe apparaît probablement vers le 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ. Les plus beaux astrolabes pendant tout le Moyen-Âge, c'est les astrolabes du monde arabe. Il y en a dans tous les musées du monde arabe. Il y en a bien sûr au British Museum et quelques-uns aussi en France. Et donc, vous voyez qu'on est déjà sur des instruments du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on sait qu'il y a un instrument. Le moine en question, ou l'astrologue, ou tout ce qu'on veut, il tient un compas
qui lui permet de mesurer des distances sur le disque de l'astrolabe. Donc on est déjà, il y a tout un calcul inhérent aux gravures qui sont posées sur l'astrolabe. Vous avez ici une horloge comme on les faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont une seule aiguille qui tourne. L'horloge, telle que conçue ici, c'est à peu près le fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Vous avez ici une équerre avec un fil à plomb. Donc un ensemble d'objets qui sont des objets de connaissance et qui vont permettre de faire des expériences. Alors, dans ce dessin que j'ai recopié ici, il était dit que c'était un prêtre astrologue parce qu'à l'époque, on peut dire que les deux sciences, la science était encore mélangée d'astrologie. C'est-à-dire que d'une part, il y avait des éléments de connaissance et d'autre part, des éléments d'interprétation que l'on qualifierait aujourd'hui d'astrologique. Bon, une citation de Planck, c'est intéressant parce que Planck, dans ce texte, fait la relation entre la mesure liée à une perception sensorielle. Parce qu'en fait, on ne peut percevoir l'expérience que par nos sens. C'est-à-dire que c'est les sens du chercheur qui vont interpréter ce qui se passe derrière la machine. Il faut que la machine, tout nettement, lui rende un résultat interprétable par les sens. On le verra avec la mesure de la radioactivité. Donc, on peut dire que l'instrument scientifique, c'est avant tout un appareil qui démultiplie les sens du chercheur pour lui permettre de voir plus petit, plus grand, plus loin, des choses qui sont insaisissables par ses sens. Alors, quel type d'instrument scientifique? Une typologie rapide. D'abord, des instruments d'observation vers le plus grand, lunettes et télescopes vers le plus petit. Les premiers microscopes, c'est le XVIIe. Le XVIIe est une période extrêmement riche, où on fait justement des microscopes, sachant que les premières lunettes efficaces, c'est probablement Galilée. Avant Galilée, on sait que dans certains cas, on savait amplifier un signal lumineux avec une bille de verre. D'ailleurs, j'ai trouvé des gravures de vulgarisation du 19e où on voit Néron devant un cirque romain, et Néron était très myope, paraît-il, et il se mettait une bille de verre pour voir clair. On voit Néron avec une bille de verre devant l'œil pour voir clair. Bon, ça, c'était un livre de vulgarisation du 19e qui disait Néron ne voyait pas clair, il regardait à travers une bille de verre. Donc, la bille de verre est un truc sûrement assez ancien. Mais c'est vraiment Galilée qui en fait la première chose utilisable. Instrument de mesure du temps, mesure des espaces, mesure des températures, mesure des pressions, mesure des charges électriques, mesure de flux électrique et mesure de tout ce que vous trouverez après, la radioactivité, etc. Instrument de mesure. Instrument qui vise à reproduire ou à créer des phénomènes. Des pompes à vide, des aimants, des machines électrostatiques, des accélérateurs de particules pour reproduire des phénomènes naturels qu'on ne peut pas comprendre si on ne les reproduit pas. C'est ce que fait le CEA à différents endroits. C'est le grand accélérateur de particules du CERN à Genève, vous savez, l'anneau qui tourne entre sous la France et sous la Suisse, où on joue à accélérer les particules le plus vite possible pour voir qu'est-ce qui se passe quand elles se tapent les unes dans les autres. Et il y a en permanence dans le CERN, il y a 300 expériences qui sont menées par 300 ou 400 labos périphériques, parce que c'est un grand anneau où on accélère les particules, et puis de temps en temps il y a une déviation, et là on les reçoit dans un local particulier, et on analyse ce qui se passe. Où on essaye d'analyser ce qui se passe. Et instrument qui aide aux opérations mathématiques, parce que les mathématiques assez tôt se dotent d'instruments de calcul. On connaît bien la machine de Pascal, la pascaline, puis les règles à calcul. On a tous, dans nos âges, utilisé des règles à calcul. Maintenant, c'est une espèce d'objet antédiluvien qui vaut le coup d'expliquer. Moi, ça m'est arrivé d'expliquer une règle à calcul à des jeunes, et c'est tout à fait intéressant de leur montrer comment on intègre justement le calcul, c'est pas un calcul différentiel, bon, c'est des exponentiels, bon. Mais comment on intègre ça dans un objet matériel? Une règle à calcul, c'est un objet très intéressant. Et évidemment, la table de logarithme, bien entendu. Toute chose balayée par la révolution numérique et informatique. Donc, ça, c'était une chose que vous avez déjà vue tout à l'heure dans le film. Et je voulais citer quelques exemples. Alors, vers 1600, on construit ce type d'appareil. C'est un appareil, si vous voulez, qui permet de faire deux visées. Vous avez ici une fente à chaque bout
de ces deux traverses, vous avez ici une boussole, il y a des fois un niveau à bulle, donc cette partie-là est horizontale, et ça vous permet de mesurer le gisement de deux objets, l'angle entre deux montagnes, entre deux monuments, et c'est un instrument qui est très utilisé à l'époque pour l'art des forteresses, évidemment. Parce qu'on s'aperçoit, quand on fait l'histoire des instruments, qu'il y en a beaucoup qui servent aux découvertes, et puis il y en a beaucoup qui servent à la guerre. La guerre est, comme toujours, avec un accélérateur absolument fantastique de l'instrumentation. Toujours vers la même époque, voilà un trigomètre, c'est un simple compas dont une partie peut tourner, qui vous permet de mesurer des angles, et vous voyez le décor que l'on fait encore à l'époque, parce que ce sont des artisans, et le propriétaire de l'instrument, en même temps, veut montrer qu'il a un statut social. C'est un objet de statut social, l'instrument scientifique, qu'on va trouver dans les cabinets de curiosité à partir du XVIIe siècle, jusqu'à la fin du XIXe. Encore un graphomètre dans sa boîte de transport, parce que ces appareils étaient transportés par les armées quand il fallait analyser un siège. Alors ça, c'est une balance de chimiste de la fin du XVIIIe, extrêmement précise. À peu près, cette balance, qui est conservée aux arts et métiers, est précise au moins au 20e de gramme. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de très précis pour l'époque. Alors je parle de Fortin parce que Fortin est un grand constructeur de la fin du XVIIIe. Et puis Fortin, c'est le constructeur des instruments de Lavoisier. Et c'est Fortin qui va faire l'inventaire après décès de Lavoisier de son laboratoire. 1840. Là, on est au 19e et on voit apparaître l'électricité. L'électricité, on sait que c'est un fluide qui existe depuis le milieu du 18e, mais c'est vraiment au 19e qu'on va introduire de l'électricité dans les appareils. Et notamment, on s'aperçoit vers 1830-1840 que quand on met deux métaux différents, soudés, et quand on leur envoie de la lumière ou de la chaleur, on ne sait pas que la lumière ou la chaleur, c'est en fait la même chose. Mais à l'époque, on se dit c'est bizarre, on met de la lumière ou de la chaleur. Et bien, il se crée un tout petit courant électrique entre ces deux métaux différents. C'est ce qu'on appelle un thermocouple. Et des thermocouples, aujourd'hui, il y en a partout. Vous en avez dans votre machine à laver, vous en avez dans votre voiture, il y en a partout. Et bien, le thermocouple est un appareil qui va apparaître au 19e et qui va permettre de mesurer des chaleurs rayonnées. C'est avec ça que dès le 19e, avec cet ensemble-là, Mélanie, qui est un savant napolitain, va essayer de mesurer la température de la Lune. Comme le rayonnement de la Lune est très froid, parce que c'est une lumière très froide, qui est une lumière réfléchie, pas du tout comme celle du Soleil, ben, il n'arrivera pas à faire dévier son aiguille. Mais c'est quand même une expérience intéressante. Et d'ailleurs, c'est des gens de Naples qui ont reconstitué l'expérience et qui eux aussi n'ont pas réussi à la faire. Bon, des sirènes, parce que le son est aussi un objet d'étude très important. Et puis au 19e, c'est la grande période des très beaux instruments astronomiques. Alors, lunette des passages, qui est à l'Observatoire de Paris, c'est une lunette qui permet de savoir exactement à quelle heure passe un astre sur le méridien céleste. Fresnel, M. Fresnel invente en 1830 et fait construire par un constructeur qui s'appelle M. Soleil, ça ne s'invente pas, qui est rue M. le Prince. M. Soleil est le constructeur des lentilles de Fresnel. Lentilles de Fresnel qui sont vraiment une innovation absolument énorme à l'époque, hein, et qui sont toujours les lentilles des phares. Aujourd'hui, tous les phares ont des lentilles de Fresnel. Et vous remarquez d'ailleurs qu'à l'époque, c'est une lampe à pétrole qui est au milieu des phares. Les phares ont été éclairés au pétrole jusque vers 1880. Et alors, pour faire tourner le faisceau lumineux, car la rotation des faisceaux lumineux apparaît vers 1860-70, eh bien, comme tout ça est très lourd, comme tout l'appareillage optique est très lourd, eh bien, ça repose dans un bain de mercure. C'est-à-dire que vous avez une goulotte remplie de mercure, et tout cet ensemble d'optique est posé dans un bain de mercure et tourne sur un bain de mercure. Et le gardien de phare, à la fin de la nuit, il faut qu'il remonte les poids en haut du phare, parce que c'est un poids qui descend du haut du phare qui fait tourner tout l'appareil optique sur un bain de mercure. Alors aujourd'hui, tout le monde a peur du mercure, parce que voilà, le mercure c'est trop dangereux. À l'époque, on s'en servait pour des tas de choses. Foucault-Dubois, 1850, un arc électrique. Pourquoi c'est important? Ben parce qu'à l'époque, pour reproduire ces expériences, on n'avait pas de source lumineuse. La seule source, c'était le soleil. Les sources lumineuses étaient très faibles. Et l'arc électrique était le seul moyen d'avoir une source lumineuse importante pour faire des expériences. Et la grosse difficulté, c'est que
quand vous envoyez du courant dans un arc sur deux électrodes d'un arc, il y en a une qui se consomme beaucoup plus vite que l'autre. Donc il faut tout un mécanisme pour compenser, pour que la source reste toujours au même endroit si on a un appareil d'optique entre deux. Et ça, c'est l'autre appareil qui permet d'avoir une source lumineuse. Moi, c'est un appareil que j'aime beaucoup. J'ai toujours rêvé d'en trouver un, j'ai jamais réussi à en trouver. Il y en a dans les musées, mais il y en a quelques-uns qui se vendent, mais c'est une rareté. Dubosc est le successeur de Soleil, et il construit l'héliostat. L'héliostat est un appareil qui a un miroir, vous voyez son miroir ici, avec tout un mécanisme qui va faire tourner ce miroir en fonction de la rotation du Soleil, et qui va renvoyer le rayon du Soleil toujours dans la même direction. Donc vous avez un faisceau lumineux constant et fixe en fonction de la rotation du Soleil qui, elle, est bien connue. Donc il faut bien l'orienter et après vous avez un faisceau lumineux constant. Et si vous avez l'occasion de visiter le lycée Louis-le-Grand, il y a un petit musée scientifique au lycée Louis-le-Grand, et puis vous avez, à côté d'une des salles de sciences du lycée Louis-le-Grand, à l'extérieur, en dehors de la fenêtre, il y a une tablette qui subsiste, une tablette en pierre. Et bien c'est là où on posait l'héliostat, pour avoir le faisceau constant dans la salle de travaux pratiques de physique au XIXe siècle. C'était un héliostat de Silbermann qui est d'ailleurs toujours conservé dans le musée du lycée de Louis-le-Grand. Alors même chose, sidérostat, mais c'est pour les étoiles, de façon on prend une étoile et puis on renvoie le faisceau de l'étoile constant. Un télescope Secrétan. Secrétan était un grand constructeur, installé d'abord à la pointe de l'île Saint-Louis, à la pointe de l'île de la Cité, et puis qui remonte ensuite vers le boulevard Blanqui, parce que comme l'observatoire est là-bas, on trouve tous les grands constructeurs d'optique vers le boulevard Blanqui et vers l'observatoire. À Besançon, une magnifique lunette méridienne, qui vient d'ailleurs d'être classée monument historique, qui est une lunette qui permet de voir passer, de savoir exactement à quelle heure passe telle étoile au méridien céleste. Et pourquoi Besançon? Parce que Besançon, parmi tous les observatoires français, c'est l'observatoire du temps, où on mesure le temps. On a mesuré le temps depuis qu'on mesure le temps, c'est-à-dire depuis peut-être 20 ou 30 000 ans, on le mesure en fonction des phénomènes célestes. Et c'est seulement, je crois, il y a 40 ans, qu'on a décidé de changer la mesure du temps. Ce n'est plus la mesure du temps céleste, c'est l'oscillation d'une molécule de césium qui a une oscillation propre et que l'on multiplie. Autrement dit, on a changé complètement la mesure du temps, et c'est des accords internationaux, parce que le temps c'est vraiment une dimension internationale. Jusqu'il y a 40 ans, le temps était le temps européen de Greenwich, de Paris, et puis après ça, le niveau mondial, mais qui était toujours d'inspiration céleste, avec les réformes grégoriennes, avec les réformes du temps, puisque ça ne tombe pas juste, hein, le nombre de jours de rotation par rapport au parcours de la Terre autour du Soleil. Et maintenant, on est passé à une mesure atomique du temps, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une vibration du césium qui est parfaitement constante, et c'est maintenant... donc ça aussi, c'est une révolution, je dirais, culturelle dans le cerveau de l'humanité. On ne prend plus nos références de temps par rapport aux phénomènes astronomiques, on prend nos références de temps par rapport à une vibration atomique. Oui, c'était une petite digression sur Besançon. Alors l'électricité, c'est très important, et là encore, Deleuil est un constructeur qui est situé à côté du lycée Fénelon, juste à côté, et qui fabrique des piles. Alors l'électricité est importante, Pixy aussi est rue du Moulinet dans le quartier, et Pixy fait la première machine magnétoélectrique, c'est-à-dire qu'on fait tourner un aimant avec une espèce de moulinette, moulinex, là, on fait tourner les aimants en face de deux bobines, et on s'aperçoit que ça crée un courant dans les fils qui sont là. C'est le premier générateur électrique. On est en 1842 à peu près. Et Bourbouze, qui est un scientifique de l'époque, qui deviendra constructeur d'instruments, conçoit en 1840 le premier moteur électrique. Alors, ce qui est très amusant dans cet appareil, c'est que, vous voyez, il est conçu comme une machine à vapeur. Parce que c'est ce qu'on connaît en 1840, c'est la machine à vapeur. Eh bien, Faraday a mis au point les règles de l'électromagnétisme en 1837, et très vite,
on se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec des électroaimants. C'est-à-dire qu'on envoie du courant dans un fil et ça fait un aimant artificiel. On connaît, tu sais, depuis très longtemps les aimants naturels, mais c'est Faraday qui montre qu'avec un courant, on peut faire un aimant. Eh bien, on remplace les cylindres de la machine à vapeur par des électroaimants, que vous avez ici, il y en a 4, et on va envoyer alternativement le courant d'un côté et de l'autre. Et pour envoyer alternativement le courant d'un côté et de l'autre, on a ici un excentrique avec le tiroir de la machine à vapeur qui va être un interrupteur qui va balancer d'un côté et de l'autre. On a exactement l'architecture de la machine à vapeur, sauf qu'au lieu d'envoyer de la vapeur, on envoie du courant. Et Bourbous fait sa première machine, son premier moteur électrique, qui est un petit appareil qui est grand comme ça, tu l'as vu, il est à la maison d'ailleurs. Et c'est une reproduction récente. Mais c'est un appareil qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a des schémas de pensée et on va introduire dans ce schéma de pensée qui est la machine à vapeur un nouveau fluide qui est le fluide électrique. Et 2 ans après, il y en a un qui dit c'est complètement idiot et il invente le moteur rotatif qui est le moteur d'aujourd'hui. Parce que ça, ce qui est idiot dans ce truc-là, c'est qu'on a une inertie énorme, c'est-à-dire qu'on passe son temps à arrêter un mouvement pour le faire repartir en sens inverse. La machine à vapeur, c'est un très mauvais truc sur le plan mécanique parce qu'on envoie des masses, il faut les arrêter, les faire repartir. Donc on consomme de l'énergie inutilement. Et 2 ans après, on invente le moteur en continu, qui est le moteur électrique de tous les jours. Machine de Breguet pour faire de l'électricité, là encore. Bobine de Ruhmkorff, ça c'est pour créer de la haute tension, des courants de haute tension alternatifs. Et voilà, on arrive en 1898, première émission à la Tour Eiffel avec un récepteur Ducreté. C'est la première émission de TSF au monde. C'est Branly qui, à la Cato, a mis au point l'idée même, découvre qu'il se passe quelque chose entre une bobine de Ruhmkorff et un récepteur qui est de la limaille de fer, à quelques mètres. Donc c'est Branly qui met au point, au fond, l'idée de l'onde hertzienne, qu'on appellera hertzienne. Et c'est Ducreté, rue Claude Bernard, qui met au point les premiers appareils en 98 en haut de la Tour Eiffel. Et ensuite, ça sera Ferrier qui s'en servira pour la télégraphie militaire. Bon, ça, je vous passe là-dessus, ça c'est les constructeurs. Bon, Naché, rue Serpente, rue Saint-Séverin, est un très grand constructeur de microscopes. Alors ça, c'est à Rennes. Le père le père Hébert était professeur de physique en 1900 au lycée Zola de Rennes. Et il avait un certain nombre d'élèves particulièrement imaginatifs et indisciplinés, dont Alfred Jarry. Et le père Ubu était chahuté comme c'était pas possible. Et Alfred Jarry et ses copains commencent par inventer un polonais. Ils montent une petite pièce, et puis après ça, ils vont transformer le père Hébert. Le père Hébert avait quand même été professeur de physique, puis inspecteur d'académie, et rétrogradé, tellement il était mauvais, et envoyé à Rennes comme prof de physique. Donc déjà, pour qu'un inspecteur d'académie soit rétrogradé, je ne sais même pas si ça existe en dehors du père Hébert, bon. Et envoyé à Rennes, c'était un peu le purgatoire. Donc il devait être très très mauvais. Eh bien, il y a quelques années, les profs de physique ont vu arriver un camion dans la cour du lycée et des types qui balançaient ça dans le camion. Alors ils ont été voir le proviseur qui a dit « bah oui, je fais vider le labo de physique ». Alors ils ont immédiatement tout arrêté, ils en ont fait un musée, mais ça a failli passer à la benne. Alors voilà ce qu'on trouve dans le labo du père Ubu, c'est-à-dire du père Hébert, prof de physique à Rennes. Alors on pourrait faire le détail, et il y en a une bonne partie qui marche. C'est un endroit absolument merveilleux. Alors là, je vous les passe rapidement parce que tout ça, c'est des exemplaires d'appareils. Mais ça, c'est l'atelier de mon grand-oncle rue Laumont. Hein, c'était en 1910. Ça, c'est un appareil conçu en 1910 et fabriqué pendant une cinquantaine d'années. Ça, c'est rue Blainville, c'est à côté de la Contrescarpe. Et c'était un type qui fabriquait des postes de TSF qui permettaient de recevoir la météo téléphonée, car au début de la TSF, on pouvait se brancher sur la météo. Il y avait quelques heures d'émission de TSF par jour. Et puis ça, c'est l'expérience de la mesure de la radioactivité telle qu'on l'a fait remarcher à l'espace des sciences à physique et chimie en 2003. Et c'est des appareils conçus vers 1910. On a refait marcher la mesure de la radioactivité telle que l'avait conçue Marie Curie, et on l'a fait sur des appareils qui datent des années 1910-1920, qu'on a refait marcher et qui marchent parfaitement.
Donc ça c'est un électromètre de Curie, ça c'est le détail de l'électromètre, mais ça je le passe. Et puis ça c'est la boîte noire que vous avez là, et on va en parler, enregistrement de vol conçu en 39. Et puis ça c'est un corps poumon artificiel que mon père a fait en 1950 avec un prof de médecine. Il a marché. On a fait vivre un chien quelques heures avec cet appareil, parce que la fonction cœur-poumon est compliquée. Et puis une fois qu'il a marché, mon père s'est dit oui mais on n'a pas les moyens de le développer donc on arrête. Donc c'était un an de travail pour rien. C'était un peu la coutume de la maison Baudouin de faire des trucs tout à fait de pointe et puis de se dire on n'a pas les moyens de les développer après. Donc on continue sur d'autres choses, quoi. Et c'est un peu de ça que l'entreprise est disparue. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un instrument? Ben voilà ce que c'est qu'un instrument. C'est par exemple ce satellite canadien qui est bourré de circuits imprimés, où on n'y voit plus rien, parce que tout ça est caché. Voilà la première horloge à césium qui vous donne le temps aujourd'hui. Votre montre est réglée aujourd'hui avec cette horloge à césium, ou l'équivalent qui se trouve... maintenant vous avez des montres des fois qui sont réglées tous les jours sur l'horloge à césium allemande. Parce que il y a une horloge à césium allemande qui émet tous les jours un top, et vous pouvez avoir une montre qui tous les jours se recale sur l'horloge à césium allemande. Alors un magnétomètre, c'est un appareil qui permet de mesurer le champ magnétique terrestre, qui vous savez n'est pas constant du tout. Le champ magnétique il varie d'un endroit à l'autre. Eh bien, maintenant un magnétomètre, ça fait 12 mm3, c'est gros comme ça. Alors évidemment, vous pouvez en mettre 10 dans un satellite, envoyer ça n'importe où, tellement c'est petit et tellement c'est en plus efficace. Donc le micro-instrument, et puis ça c'est un détecteur du CERN, vous savez, le machin qui tourne sur la frontière franco-suisse, et vous voyez le bonhomme dans le détecteur du CERN. Donc on est à la fois sur de la science de plus en plus miniaturisée et de plus en plus énorme. Et puis voilà ce qu'on voit. Ça c'est une photo que j'aime bien parce que ça vous montre un peu des tas de choses. C'est tout satellite, c'est le coucher du soleil qui passe au milieu de la France, au milieu de l'Afrique de l'Ouest, et puis vous voyez toute la consommation énergétique de ces zones-là, avec une consommation absolument énorme. Ça, c'est les autoroutes belges éclairées la nuit. Ça c'est quand même un tour de force, vous éclairez les autoroutes. Et puis vous voyez les problèmes d'énergie là, il n'y a rien dans le Sahara. Et puis ça, c'est les puits de pétrole du Nigeria qui brûlent toute l'année. C'est une photo qui est intéressante parce qu'on peut en parler très longuement sur, à la fois, aujourd'hui on est capable de faire des instruments capables de faire cette photo, parce que pour faire cette photo, il faut voir tout ce qu'il y a derrière du point de vue scientifique, et en même temps qui montre l'autre excès en termes de consommation énergétique. Bien, donc je crois que c'est... Bah oui, c'est la dernière. C'est la dernière. Donc après ces petites mises en jambe, eh bien, je voulais vous montrer quelques instruments. Le premier qui, je trouve, est intéressant à commenter, c'est celui-ci. Alors celui-ci, d'abord, il faut dire qu'il date à peu près de 1900, 1905. Donc voilà sa jolie boîte en noyer, parce qu'à l'époque, beaucoup d'instruments avaient une boîte en bois pour le transport ou le stockage, très soigné. Et cet instrument est un électroscope de Pierre Curie. Alors, Pierre et Marie Curie, c'est des gens qui ont mesuré, identifié et même nommé la radioactivité, puisque c'est Marie Curie elle-même qui, dans un texte, dit on va appeler ça la radioactivité. On est en 1897. 2 ans avant, Röntgen en Allemagne a dit il y a des rayons qui permettent de voir à travers la peau, on ne sait pas très bien ce que c'est avec une bobine de Ruhmkorff qu'on a fait ces rayons, hein. Donc tout se boucle. Hein. Et il les appelle X parce qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça qu'on dit rayons X. Et 2 ans après, Becquerel, qui est académicien, Becquerel se dit il y a des fluorescences, notamment les sels d'uranium irradient, et au début on pense que les sels d'uranium c'est simplement de la lumière accumulée et restituée, c'est une fluorescence. Et Becquerel fait involontairement une expérience, et là aussi sur le plan de la réflexion c'est très intéressant. Il travaille en hiver, et il attend qu'il fasse beau, parce qu'il n'a pas de source lumineuse,
et il a mis dans son tiroir, il a mis des plaques photographiques dans son tiroir. Puis quand on prend la météo de l'époque, on s'aperçoit qu'il y a eu 10 jours de ciel complètement gris, sans soleil, c'était en janvier. Et un jour, il veut regarder ces plaques, il les développe. Déjà, pourquoi il a les développées, c'est très surprenant. Et il s'aperçoit qu'elles sont impressionnées. Et il ne comprend pas qu'elles soient impressionnées. Or, il avait posé dessus des sels d'uranium dans son tiroir. Donc, il a l'idée, là aussi, c'est l'intuition scientifique, de dire, au fond, c'est peut-être les sels d'uranium qui peuvent être lumineux par moment. Si on les met à la lumière, effectivement, ils accumulent de la lumière. Mais peut-être qu'ils rayonnent par eux-mêmes. Et donc, il refait l'expérience, il s'aperçoit que les sels d'uranium impressionnent la plaque photographique dans le noir. Donc, il prend, le lendemain, il va à l'académie, il fait une communication à l'académie. Ça montre qu'à l'époque, les choses allaient beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et il fait une communication sur les rayons de Becquerel, qu'on va appeler d'abord de Becquerel, que lui appelle uraniques, qui sont des rayons qui impressionnent la plaque photographique. Et puis, ça en reste là. Et il y a des gens qui disent c'est bizarre. Il y avait les rayons X, il y a les rayons uraniques, donc ça devient à la mode, les rayons. Et au même moment, il y a cette jeune chimiste, Marie Curie, qui vient de se marier avec Pierre Curie à l'école de physique et chimie. Enfin, ils ne se sont pas mariés à l'école, mais ils travaillent tous les deux à l'école. Et Marie Curie se dit, je vais essayer de travailler sur ces rayons. Donc, elle prend contact avec Becquerel, qui dit, bah oui, travailler sur les sels d'uranium. Et elle fait livrer, je crois, une tonne de pêche-blinde dans la cour de l'école. Et elle va purifier la pêche-blinde, qui est un minerai dans lequel il y a de l'uranium. L'uranium, on le connaît depuis les années 1820-1830. Ce n'est pas une découverte de l'époque. On sait que les sels d'uranium, c'est bien connu à l'époque. Et elle commence à purifier, en bonne chimiste, avec des méthodes de chimiste, elle commence à extraire les sels d'uranium. Et elle mesure qu'effectivement, ces sels d'uranium qui sont extraits sont de plus en plus concentrés, donc il y a un rayonnement de plus en plus élevé. Et puis elle a l'idée, et ça aussi c'est une dimension scientifique intéressante, de mesurer le rayonnement du résidu, où il y a moins d'uranium que dans le point de départ. Et bien ça rayonne plus. Alors elle se dit, il y a un deuxième truc dans le résidu qui rayonne plus que ce que j'ai extrait. Et elle va découvrir un autre corps qu'elle va appeler le polonium. Et le polonium rayonne plus que l'uranium. Alors elle continue d'extraire l'uranium, elle extrait son polonium, et puis elle s'aperçoit que le résidu rayonne encore, mais beaucoup plus. Mais vraiment beaucoup plus. Et là, elle découvre le radium. Alors elle fait ça avec des assistants. Elle fait ça avec notamment un type qui s'appelait Bémon, qui était assistant et que tout le monde appelait Picro parce qu'il était rouquin et le picromate de potassium c'est rouge. Et si vous avez vu le film Les Palmes de Monsieur Schutz, il y a la pièce, mais alors dans le film où c'est Isabelle Huppert qui joue Marie Curie, c'est Noiret qui joue Monsieur Schutz, le directeur de l'école, eh bien vous avez deux types qui rentrent avec un tombereau de pêche-blinde dans la cour de l'école de physique et chimie, où on a reconstitué le hangar d'époque. Eh bien, les deux types qui sont sur le tombereau, c'est Charpak et Degennes dans le film, qui ont voulu jouer dans le film. Donc revoyez le film et vous verrez Charpak et Degennes. Alors, pour mesurer ce rayonnement, elle met au point un appareillage que vous avez vu rapidement, mais Pierre Curie se dit, il faut un appareil commode, pour au moins dégrossir quand on est en face d'un minerai dans la nature, quand on va chercher des minerais, parce qu'à ce moment-là, tout le monde se met à chercher des minerais de pêche-blinde et des minerais radioactifs. Eh bien, il faut un appareil simple et commode. Et il va concevoir ce petit appareil, qui non seulement est joli, mais sur le plan de l'idée est tout à fait intéressant. En fait, ce rayonnement, je m'excuse de ce détour un petit peu théorique, mais ce rayonnement a pour effet, quand un rayon radioactif passe dans de l'air, eh bien, ça va arracher aux molécules et aux atomes qui composent l'air un électron ou plusieurs électrons. Ça va ioniser l'air.
C'est-à-dire que d'un côté, avant que le rayonnement n'arrive, vous avez un atome qui a son noyau et ses électrons qui tournent au noyau. La particule arrive, ça arrache un électron, et l'électron part de son côté, et le reste part de l'autre côté. L'électron est chargé négativement, donc il va poursuivre sa vie négative, et puis l'atome, il est chargé positivement. Eh bien, si vous avez deux plaques qui sont chargées électriquement, plus et moins, eh bien, elles vont être attirées, elles vont attirer l'électron et attirer l'atome qui a perdu un électron, chacune de leur côté. Si vous mesurez la charge électrique, la variation de charge électrique de ces plateaux, vous aurez une mesure exacte de la radioactivité, puisque le rayonnement arrache les électrons et les charges électriques arrachées sont proportionnelles au rayonnement. Et c'est ça le principe même de la mesure de la radioactivité. On mesure des atomes et des molécules composant l'air qui ont été décomposés par la radiation. Et bien dans cet appareil, vous faites la même chose. Alors vous avez dans la cellule d'en haut, ronde, qui est ici, et dans la partie supérieure, vous avez deux lames, deux feuilles d'or, qui peuvent s'écarter, et on les écarte avec un bâton d'ébonite. C'est-à-dire que quand vous avez un bâton d'ébonite que vous frottez sur de la laine, il se charge positivement, vous l'approchez ici, et les feuilles d'or vont se charger et s'écarter. Et quand on va mettre l'échantillon radioactif à mesurer sur ce petit plateau, on le pose ici, on l'ensère dans la petite chambre qui est en bas, ça va se mettre à rayonner, et dans la chambre, vous allez avoir des électrons d'un côté, des atomes positifs de l'autre, et qui vont être attirés par le plateau supérieur qui, lui, est relié à la feuille d'or chargée, et qui va décharger la feuille d'or. Et donc, les feuilles d'or vont se rapprocher. Et avec la petite lunette que vous avez ici, vous allez viser et vous allez mesurer avec un chronomètre en combien de temps les feuilles d'or se déchargent. Donc vous saurez si le minerai que vous avez devant vous est très radioactif, moyennement radioactif ou peu radioactif. Alors évidemment, ça dépend de la quantité, et je pense qu'on mettait une quantité à peu près homogène parce qu'on était dans la nature. Mais ce qui est absolument merveilleux dans la conception de cet appareil, c'est que vous avez un appareil qui est sans apport d'énergie extérieure, il n'y a pas besoin de courant. Hein. Vous avez d'ailleurs, j'ai découvert ça cet après-midi parce que j'en ai identifié un à la physique et chimie, il y a un pas de vis qui correspond au pas de vis des appareils photographiques de l'époque. Autrement dit, c'était fait pour être mis sur un pied d'appareil photographique en 1900. Donc vous aviez ça dans la nature, vous mettiez votre minerai, vous chargez avec votre bâton d'ébonite, vous mesurez la vitesse de rapprochement et vous avez une idée de la qualité radioactive de votre minerai. Eh bien, c'est un appareil. À la fois, il y a une quantité de matière grise énorme dans cet appareil, une simplicité esthétique, une qualité de réalisation. C'était un atelier de Fès qui était rue des Écoles qui fabriquait ça. J'ai d'ailleurs retrouvé. Et alors, ça c'est extraordinaire parce que cet appareil est conçu vers 1900. Eh bien, j'ai trouvé une publicité. Il avait déménagé. C'est une publicité de 1950. En 1950, l'atelier de Fès qui était transféré dans cette fabriquait toujours le même appareil. Donc une longévité, parce qu'on avait trouvé des choses beaucoup plus précises, mais des choses ambulatoires, on n'avait pas l'équivalent. Donc c'est un petit bijou. Alors, à quoi sert cette petite bille? Eh bien, c'est que dans toute cette partie-là, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'humidité, donc on met ici du desséchant, de façon à avoir une chambre d'ionisation où il n'y a pas trop, où il y a le moins possible d'humidité. Et vous regarderez d'ailleurs, vous avez un grillage, parce qu'il faut que ça fasse cage de Faraday pour être isolé des charges extérieures qui pourraient venir. D'ailleurs, dans la mesure de la radioactivité de l'expérience que vous avez vue là, qui est à physique et chimique, vous pouvez voir quelques demi-journées par semaine, eh bien, quand on prend un mouchoir et qu'on frotte la vitre extérieure qui se trouve à 30 ou 40 cm des connexions, eh bien, on voit l'électromètre qui dévie. C'est-à-dire que les charges induites par le fait de frotter votre mouchoir sur une vitre font dévier à 30 cm l'électromètre. Alors ça, c'est un appareil 1900, bon, qui a ses propres vertus. L'autre appareil dont je voulais vous parler, puis on en restera là, c'est ceci. Alors ceci, c'est la première boîte noire au monde. C'est un enregistreur de vol pour les essais en vol des avions. Et cet appareil,
a été conçu en 37-39 par François Husneau, qui était polytechnicien ingénieur de l'air, et mon père, qui était rentré dans l'entreprise après avoir fait physique et chimie. Donc, un physique et chimie et un polytechnicien se mettent ensemble pour concevoir un appareil à la demande du service technique de l'air. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'avant les avions tombaient, on ne savait pas très bien pourquoi. L'idée c'est qu'il y a un certain nombre de paramètres de vol incontournables et qu'il faut les enregistrer pour comprendre ce qui se passe. À la même époque, les Anglais et les Américains, eux, ils mettaient une caméra au-dessus de l'épaule du pilote, ils filmaient ce qui se passait sur le tableau de bord, ils disaient au pilote tu vas faire telle figure et puis tu vas redescendre, et ils développaient le film en regardant les compteurs. C'est pas très rigoureux. Là, l'idée française, c'est de dire on met des capteurs partout dans l'appareil pour capter tous les paramètres de vol importants, et ces capteurs, on va les amener sur un film qui défile, et puis on va mettre un peu dans tous les coins des oscillographes, c'est-à-dire des appareils qui permettent, en renvoyant un spot, je vais vous montrer un peu, peut-être ça avec. Vous avez ici des petits appareils avec un petit miroir qui va osciller en fonction du courant qu'on lui envoie. Le capteur envoie un courant qui varie en fonction du paramètre qui varie. Et vous avez ici un spot qui va varier. Et là, vous avez un film qui va se dérouler. Un film qui va se dérouler pendant une demi-heure, une heure ou deux. Et sur ce film, le spot va tracer des courbes. Donc sur le film, vous allez avoir une quinzaine de courbes qui se superposent et qui vous indiquent la variation des paramètres de vol, qui sont l'altitude, la vitesse, la consommation d'essence, les pressions en bout d'aile, les accélérations en bout d'aile quand on passe dans une turbulence, etc. Et ça vous permet d'avoir une approche scientifique de la mesure et de l'enregistrement, parce que on n'a pas pu parler de ça, mais il ne suffit pas de mesurer, il faut encore enregistrer la mesure pour pouvoir après réfléchir sur la mesure. Ben ça, c'est un des appareils les plus complets d'enregistrement des années 30. Alors la petite histoire de l'appareil, c'est qu'il est au point en 39, et puis le service technique de l'aéronautique savait déjà où ils allaient se retrouver. Mars 40 ou 39? Mars 39. Non, Mars 40. Mars 40. Oui, c'est bien. Non, la guerre est déclarée depuis juillet 40, et c'est mars 40 que, on rappelle mon père qui était une batterie au front, il dit non, vous rentrez dans l'usine et vous repliez ça à Rouen. Il y va avec ma mère et 5 ouvriers, il se replie là-bas, et cet appareil il va continuer. Alors Husneau, qui lui est à Villacoublay, il est replié à Orléans. Orléans est bombardé, il se replie à Istres, à côté de Marseille. Et pendant 3 ans, mon père et Husneau vont faire l'aller-retour entre Rouen et Istres pour finir la mise au point de cet appareil. Parce que le service technique de l'aéronautique était composé de gens qui se disaient « ça ne durera pas tout le temps, et quand ça sera fini, il faudra bien continuer. » Continuer à mettre au point des choses. Et il y a j'ai trouvé beaucoup de traces scientifiques sur ce domaine, avec cette même idée que ça ne sera pas éternel, il faudra bien continuer. Et il faut qu'on continue, ne serait-ce que pour ne pas dépendre complètement des Allemands. J'ai trouvé ça chez des astronomes très intéressant. Et en 1945, l'appareil est prêt, et c'est exactement celui-ci. Il a été mis au point pendant toute la guerre. Personne n'était au courant, à part une demi-douzaine d'ingénieurs de Rouen et Husneau. Et cet appareil va être fabriqué par Baudouin de 1945 à 1960, pratiquement. Il sera exporté en Angleterre, aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas l'équivalent. Les anglo-saxons disent mais c'est un truc génial, et il n'y a pas l'équivalent, et on en exportera pas mal, parce qu'il n'y a pas l'équivalent ailleurs. Et c'est l'ancêtre de toutes les boîtes noires. Et c'est Husneau un jour, parce que les essais en vol, il y a beaucoup de pilotes qui se cassent la figure, c'est Husneau qui dit on va le badigeonner en orange, comme ça on le retrouvera après l'accident. Et à l'époque, on le retrouvait plus ou moins abîmé, mais on savait décrypter les bandes d'enregistrement, même quand l'appareil était complètement écrasé. C'est pour ça qu'on le met dans la queue de l'avion en général. Il est moins abîmé dans la queue de l'avion que à l'avant. Donc voilà, vraiment le premier enregistrement de vol au monde. Hein. Alors ça, c'est un modèle des années 55-60 à peu près. Mais il n'a pas changé pendant 20 ou 30 ans. Et comme, là encore, la famille n'avait pas les moyens de développer vraiment après 60 l'appareil, et bien on vend tout ce département à Schlumberger,
qui lui va le redévelopper. Et en parallèle, l'ASFIM se développe et maintenant l'ASFIM qui fabrique des enregistreurs de vol français est devenue une division de Sagem qui est devenue une division de Safran avec la SNECMAP. Donc là, vous avez un peu l'ancêtre de ça. Alors, j'avais entendu parler dans des documents d'un petit enregistreur, de micro-enregistreur, beaucoup plus petit. Et puis un jour, mon fils avait trouvé sur Internet un petit appareil Baudouin. On va le chercher à Cannes-sur-Mer, c'était à Cagnes-sur-Mer. À Cagnes-sur-Mer, on y va et on tombe chez un type qui vendait des appareils, un peu de bricolage. Et puis, je tombe sur ça. Et là-dessus, il y a marqué Onera Baudouin. Eh bien ça, c'est une autre histoire. En fait, à Cagnes-sur-Mer, à côté de Cagnes-sur-Mer, il y avait une usine qui fabriquait... Non, il faut commencer autrement. Vous avez entendu parler de Wernher von Braun. Wernher von Braun, c'est le spécialiste des V2 que les Américains ont piqué. Bon, les Russes, ils en ont piqué quelques-uns. Bah, les Français, on en a pris quelques-uns aussi et on les a envoyés à Cagnes-sur-Mer. Ils étaient très contents. Parce qu'ils trouvaient que Cagnes-sur-Mer, c'était mieux que les bords de la Baltique. Et ils étaient dans une ancienne usine d'aviation où on mettait au point des fusées. Et vous avez, les plus âgés d'entre nous se souviennent peut-être de la fusée Véronique, qu'on a tirée en Méditerranée puis dans le Sahara. Et bien ça, c'est la boîte noire de la fusée Véronique. C'est un petit enregistreur de vol qui vous permet d'enregistrer 6 paramètres sur un film Kodak standard. Le film Kodak, c'est un film de largeur tout à fait ordinaire. Vous avez ici le film qui se déroule, ici une petite fente, et ici 6 petits oscillographes qui envoient un spot. Et alors ça, dans la notice, en 52, la notice que j'avais trouvée disait c'est un micro-enregistreur Onera qui permet de supporter jusqu'à 20 G. Alors, mais pourquoi supporter 20 G? G, vous savez, c'est l'accélération terrestre, c'est 1 G. 20 G, c'est quand même beaucoup. Et bien c'est parce que quand la fusée, elle rentrait dans la mer, elle supportait une accélération négative de 20 G. Et ça, vous pouvez le balancer, ça veut faire 15 mètres de haut à peu près, 20 G, ou quelque chose comme ça. Et c'était fait pour supporter 20 G. Donc vous avez ici les deux boîtes noires historiques. Donc voilà quelques exemples d'instruments scientifiques. Alors, on n'est plus tout à fait dans l'instrumentation scientifique, mais c'est quand même des instruments de connaissance. Et au fond, d'autres enregistreurs ont eu des applications en matière scientifique et en matière de recherche. Et puis aussi, une des choses que je trouve qu'il faut retenir, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, des fois on cherche quelque chose et puis on trouve autre chose. Et c'est pour ça que la programmation de la recherche, c'est une idiotie intellectuelle. Merci. Il y a peut-être quelques questions, je ne sais pas si... La nécessité pousse aussi à l'invention, c'est-à-dire qu'il y a un besoin et l'invention se développe, il y a un chemin qui se passe pour appuyer sur une demande concrète. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est que si vous prenez le problème de l'enregistrement, pendant des siècles, les savants, ils enregistrent avec un papier et un crayon. Arago, il fait ses calculs avec un papier et un crayon, Lavoisier, tous les grands scientifiques de la lumière, jusqu'au milieu du 19e, ils enregistrent, les astronomes, ils enregistrent des positions astronomiques avec un papier et un crayon. Eh bien, il y a un homme qui n'est pas un scientifique et qui, en 1795, construit des machines à vapeur, c'est James Watt. Et Watt, il va inventer, pour d'abord pouvoir comparer ces machines à vapeur, il va inventer ce qu'on appelle l'indicateur de Watt. C'est un petit appareil qui permet, sur un diagramme, sur une bande de papier avec un crayon, d'écrire un diagramme où il y a le travail et la pression. D'établir la courbe de relation entre la pression dans le cylindre et le travail du piston.
Et le diagramme de Watt est un des premiers enregistrements de qualité scientifique. Or, James Watt, il le fait bien avant les scientifiques. Et on va appliquer les méthodes d'enregistrement mises au point par Watt seulement 50 ans plus tard en matière scientifique. Donc il y a une grande avance dans certains cas. Des ingénieurs et des gens qui ont à résoudre un problème très concret. Il y aura la même chose pour la mesure du travail des machines à vapeur faites par Morin en France. C'est les premières machines de Morin pour bien mesurer le travail, c'est 1820 et 1830, qui sont des machines absolument magnifiques, hein, qui sont pour servir aux arts et métiers. Alors qu'à l'époque, les scientifiques continuent à enregistrer avec leur sens, la vue, le papier, le crayon, etc. Et c'est seulement avec Marey et la photographie, vers 1870-80, on va commencer à enregistrer scientifiquement les mouvements. Mais alors, votre question est tout à fait passionnante parce que à l'Observatoire de Paris, à l'époque il y a un dénommé Cornu et un dénommé Janssen. Cornu est le directeur de l'Observatoire et Janssen n'est qu'un astronome parmi d'autres. Il sera plus tard le directeur de l'Observatoire de Meudon. Et Janssen est un physicien passionné de photographie, comme le sont beaucoup les physiciens dans la deuxième moitié du 19e. Et Cornu est un polytechnicien mathématicien. Et il est directeur de l'Observatoire. Et Janssen invente le revolver de Janssen qui permet de photographier, par exemple, le passage de Vénus devant le Soleil. Toutes les 12 secondes, on fait une photo et comme ça, on a le passage de Vénus. Et le passage de Vénus, c'est très important parce qu'il faut voir à quel moment Vénus rentre devant le disque solaire et à quel moment elle sort, parce que c'est comme ça qu'on peut mesurer les distances entre les planètes, le Soleil, etc., et se recaler sur nos calculs de dimension du système solaire. Donc le moment du contact de Vénus est très important. Et Janssen invente un appareil pour photographier le passage de Vénus. L'appareil est à l'Observatoire de Paris. Eh bien, il y a une querelle, et Cornu dit « Je ne veux pas entendre parler de cet appareil, vous allez observer et noter avec un papier et un crayon à quel moment Vénus touche le disque, la photo, c'est pas précis, c'est pas sérieux. » Autrement dit, il y a un débat entre le polytechnicien mathématicien et le physicien photographe qui veut enregistrer les choses pour pouvoir ensuite calmement. Les Anglais ont acheté 3 appareils de Janssen. Les Anglais vont s'en servir parce que eux, ils ont compris que c'était pas idiot du tout de vouloir enregistrer. Donc c'est bien le débat entre notre approche intellectuelle de vouloir dire rien ne vaut le calcul et rien ne vaut l'observation, alors que quand on se dote de machines pour observer, des fois la machine elle est meilleure que nous, ce qui n'impose pas le travail ni pour la concevoir, ni pour interpréter le résultat. C'est une autre question. Quel est le premier instrument créé et quel est le créateur? Alors ça, je dirais que c'est... faut réfléchir à... C'est pour ça que je parle d'Ératosthène, parce que Ératosthène, moi je trouve que c'est quand même un créateur d'instruments, même s'il n'a pas créé ni portique ni puits, mais avoir l'idée de se servir d'un objet matériel. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des Indiens qui avaient à peu près la même idée à l'époque. Le premier, on le voit dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est le singe, la main et le bâton. Alors, est-ce que c'est un instrument de connaissance? C'est pas sûr. Parce que l'instrument scientifique, c'est quand même pour la connaissance. Oui, mais est-ce que c'est pour l'interprétation du monde? Est-ce que c'est pour la connaissance du monde? Alors évidemment, si c'est la main pour... c'est comme la vue, c'est un sens comme un autre. Pour moi, un instrument, c'est quelque chose qui va démultiplier des sens. C'est un peu ça le critère. Il y a la notion de vouloir connaître, parce que dans la démarche scientifique, il y a quand même, à un moment donné, d'abord la création de l'écriture, ou des premiers signes, parce que l'écriture c'est 8000, mais les premiers signes c'est très probablement 70-80 000 avant Jésus-Christ, les premiers signes graphiques, quoi. Alors est-ce que ça correspond à un moment où il y a un mammifère supérieur qui se dit qu'il y a quelque chose derrière ce qu'il perçoit? Ça c'est compliqué. Mais il y a un moment où, en tout cas, c'est une espèce de constante humaine depuis 8 à 10 000 ans de vouloir comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière l'immédiatement perceptible par les sens. Enfin, il me semble. Vous avez dit que chez Ératosthène, il avait fait 2 erreurs qui se compensaient. Oui, mais je ne sais plus lesquelles. Je pense qu'il y avait une erreur. Il y avait une erreur sur la constance du pas des chameaux, qui devait peut-être pas si constante que ça.
et puis peut-être sur la mesure de l'angle. La mesure de l'angle de l'ombre portée du portique à Alexandrie. Non, mais puis, excusez-moi, Oui, ça supposait qu'il ait Bah, c'est aussi des un chapeaux autre- en ligne droite. Pardon? Ça Oui, alors il y a supposait peut-être aussi qu'il la ait ligne des droite, chapeaux parce en que ligne droite. la ligne droite, sa voie de nord-sud, c'est quand même. Vous confondez avec le crâne. Mais la variation est faible parce qu'on est près aux petits angles quand même. Ah bon? Bah, si, vous avez c'est pareil comme le cosinus de l'angle. Combien de kilomètres? Mais c'est vrai que ça fait une erreur, forcément. Bien, donc voilà ce que je veux dire. Que la distance par avion Oui, n'est pas pardon. la même que la distance terrestre. Il y a des Comment? variations. Si la distance par avion n'est pas la même que la distance terrestre, il y a des variations. Ah bah, en plus, la distance terrestre, oui, il peut y avoir des angles Ça joue horizontaux terriblement. et puis quelques hauteurs. Je dirais que dans ces régions-là, c'est assez plat. Mais enfin, Comment ça se fait que tu as pu faire HEC, toi, avec l'hérédité que tu avais au lieu de faire des sciences? C'est que j'ai eu en 6e, 5e, 4e un très mauvais prof de maths au lycée Montaigne. Voilà. ça, c'est Ce qui fait que j'étais nul en maths pendant toute ma scolarité, donc j'ai fait prépa HEC et pas prépa LSI ou autre. Quoi. C'est tout. de la chance et du hasard. Voilà. Mais après, j'étais environné dans tout ça, comme vous l'avez dit, et j'en ai toujours entendu parler, puis j'ai oublié, puis j'ai retrouvé. Comme on a vendu l'entreprise en 70, ça a été très dur. On a oublié. Et puis à partir de 95, je me suis dit, mais c'est quand même trop bête, cette entreprise qui avait un passé intéressant. Donc j'ai retrouvé des appareils. Et depuis 95, tous les ans, je trouve 2 ou 3 appareils. Maintenant, je pense que j'ai à peu près tout trouvé en termes de... Ah non, il y a eu four à micro-ondes là. Comment? Ah oui, il y a 2 mois, il y a 2 mois, j'ai découvert qu'en 1923, à l'entreprise Baudon, on a fabriqué le premier four à micro-ondes au monde. Mais qui était un four à micro-ondes pour la métallurgie, qui permettait, parce que c'était une sacrée machine puissante, de monter à 2500 degrés 1 kg d'acier en 5 ou 10 minutes. Quoi. Oui, c'était pas pour la cuisine. C'était pas pour la c'est le principe du Ça ressemblait à un rond. Il y a une tête. Ça ressemblait à un rond. Là, ça brûlait. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de métal en micro-ondes, parce que ça chauffe très très vite. Et alors, Pas de chat, non. André nous a dit que tu allais nous présenter ton bouquin, tu l'as pas fait là. Ah ben le bouquin, ouais, il y en a 2. Alors ça, c'est, il y a quelques années, on a, à physique et chimie, j'y on parce que c'était 2 profs de physique et chimie, plus un ami à moi, Bernard Piget, qui est un artisan extraordinaire. On a fait remarcher les appareils des Curie pour la mesure de la radioactivité. Certains ont peut-être vu déjà cette photo, vous avez Pierre Curie, Marie Curie, leurs appareils devant, et c'est avec ça qu'ils mesurent la radioactivité à partir de 1897. À cette occasion, il faut dire pourquoi ils ont pris Nobel. Mais ils ont pris Nobel parce qu'à l'époque, il y avait les physiciens et les chimistes de part et d'autre. Les physiciens s'occupaient des forces, de l'électricité, etc. Les chimistes s'occupaient des matériaux chimiques. Et au fond, Marie Curie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un premier pont en disant, elle est chimiste, mais il y a quelque chose dans cette matière. Et la démonstration de Pierre, Marie Curie et Becquerel, c'est que dans la matière, il y a de l'énergie. Et c'est vraiment la démonstration que le rayonnement issu de cette matière est de l'énergie. Et après ça, ils vont démontrer à tout le monde que plus il y a d'énergie qui est émise, plus la masse diminue. C'est-à-dire que la masse est l'énergie. Et ça, c'est vraiment pour ça qu'ils ont pris Nobel. La communauté scientifique dit, ça c'est vraiment une découverte parce que la matière, c'est l'énergie. Et aujourd'hui, bon, c'est presque une évidence, enfin, je veux dire, on le sait dans les milieux scientifiques, mais démontrer que la matière, c'est l'énergie, c'est quand même une sacrée percée scientifique. Et dans son discours de réception au prix Nobel, Pierre Curie dira quelque chose comme ça, je suis de ceux qui, comme Nobel, pensent que l'humanité fera un meilleur usage de cette découverte et qu'elle ne tombera pas dans des mains criminelles. Parce que Nobel avait fait le même raisonnement. Lui, il a découvert la dynamite et il a dit, je pense que ça servira plus. Et Pierre Curie prend exactement le texte de Nobel. Alors, on a fait marcher cette expérience, qui était oubliée parce qu'elle est compliquée, elle est subtile en termes de courant, il y a des fuites de courant partout, et plus personne ne savait la faire marcher.
Et c'est notre ami Bernard Pigelet qui a pris les appareils et qui en 2 mois les a fait marcher. L'expérience marche toujours dans les sous-sols de physique et chimie. Moi j'en ai une dans ma cave, lui il en a une, et puis maintenant il y en a une au musée Curie, il y en a une au CEA, il y en a une à Stockholm, au musée Nobel. Et maintenant cette expérience devient une expérience, je dirais, à la mode dans certains cas. Peut-être qu'on réexporte une aux États-Unis, parce que, alors ça c'est un truc qu'on n'imagine pas. Dans les universités américaines, l'expérience de Marie Curie est un truc qui est encore enseigné. Alors qu'en France, c'est plus enseigné. Parce que c'est un truc très subtil et très fort sur le plan intellectuel. Alors donc ce petit livre, c'est pour ceux que ça intéresse sur la façon dont on l'a retrouvé. Il y a 4 parties. Une partie sur Pierre Curie, professeur à physique et chimie. La deuxième partie, c'est sur l'expérience. La troisième, c'est sur les instruments au temps des Curie dans le quartier. Voilà. Ça, c'est un peu ma partie. Et puis la quatrième, je ne sais plus ce que c'est. C'est sur l'espace des sciences de Paris et l'école de physique et chimie. Donc j'en ai quelques-uns. Et puis j'ai aussi un bouquin sur... Parce que tout ça ça tombait au moment où je prenais ma retraite. Alors j'ai écrit un bouquin sur l'histoire de l'entreprise. Donc voilà les 2 bouquins.